Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un autre podcast. Il s'agit de Tangram. C'est un podcast qui est proposé par l'université PSL et dans chaque épisode de Tangram, c'est un thème qui est traité avec différents angles et différents domaines sous forme de reportage avec des invités et un montage qui est particulièrement dynamique et soigné et ça me plaît beaucoup. Et donc justement dans l'épisode de juin 2023 qui parle du rythme, vous pourrez entendre une interview passionnante de Jean-Claude Schmitt. C'est un médiéviste qui a notamment travaillé sur les rythmes au Moyen-Âge et qui vous parle du rythme de prière chez les moines. Vous pouvez retrouver Tangram sur toutes les applications de podcast où vous trouvez déjà Passion médiéviste. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux tournois de chevalerie, aux cathédrales et aux défrichements de forêts, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans, du 5e au 15e siècle. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 78. Emma et les marchands à la fin du Moyen-Âge. C'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion médiéviste. Aujourd'hui, cet épisode n'est pas enregistré dans le lieu habituel, donc on n'est pas chez moi, mais nous sommes à Toulouse. Et oui, aujourd'hui, nous sommes au bar Level Up à Toulouse. Et oui, l'épisode aujourd'hui va être consacré aux marchands à la fin du Moyen-Âge. Et nous allons parler commerce, échange. Est-ce que c'est une bonne situation marchand au Moyen-Âge ? On va voir ça. Et l'invité et guide dans le monde des marchands médiévaux et donc Emma Delcros. Bonjour Emma. Bonjour. Emma, donc tu as fait un mémoire à l'Université de Pau, soutenu en juillet 2022, sous la co-tutelle de Romain Tellier et Véronique Lamazou. Donc sur le sujet des marchands au Moyen-Âge, on va voir un petit peu tout ce sujet avec toi. Parce qu'au début, je me suis dit, on va faire un podcast sur le commerce. Mais en fait, je commençais à avoir 15 milliards de questions, donc c'était beaucoup trop large. Donc aujourd'hui, on va resserrer un petit peu et donc parler des marchands précisément. Mais déjà, première question, Emma, un peu un rituel dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur déjà le Moyen-Âge en général ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette période ? J'ai commencé à m'intéresser au Moyen-Âge finalement à l'université. Donc à la base, j'étais à Paris 4. J'ai eu un très bon professeur en première année donc, qui s'appelait Philippe Sénac, qui aujourd'hui est parti à la retraite. Et j'avais eu un très bon cours sur le Haut Moyen-Âge. Donc le début du Moyen-Âge. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, donc, on avait étudié les Mérovingiens et puis les Carolingiens. On s'était un petit peu arrêté au niveau des successeurs de Charlemagne, finalement. En deuxième année, j'ai eu un très bon cours, un TD pour le coup, un cours magistral de monsieur Romain Tellier, qui ensuite est devenu mon directeur de recherche. Et on a fait de l'histoire culturelle du Moyen-Âge. Et grâce à ces cours-là, j'ai pu avoir une toute autre vision, finalement, du Moyen-Âge que celle que j'avais à la base. Me dis pas que tu pensais que c'était une époque sombre. Ah non, mais je pensais vraiment aux tournois de chevaliers, vraiment à l'église, aux processions. Je pensais vraiment à ce genre de choses. Une image finalement très, très mystique, très mystifiée du Moyen-Âge. J'ai découvert avec les cours de Romain Tellier énormément d'autres aspects du Moyen-Âge, pas que de l'histoire culturelle finalement, de l'histoire fiscale, de l'histoire économique. Ouais, trop bien. Et j'ai adoré ça. Mais moi aussi, j'adore ça, l'histoire économique et tout, mais enfin, ça fait pas trop écouter, mais moi, j'adore ça. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler, donc une fois en mémoire, une fois en master, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur les marchands ? La question ne s'est pas posée tout de suite, elle s'est posée en deuxième année de master parce que j'ai changé de sujet entre le master 1 et le master 2. C'est pas possible dans toute l'université de faire ça quand même, donc oui. toi c'était possible de faire ça. Mais j'ai eu, disons, des directeurs de recherche très compréhensifs et aussi parce que durant ma première année de master, j'avais un sujet très large, c'était les relations diplomatiques entre la France et la Castille à la fin du Moyen-Âge. Ah ouais. Et il y avait un sujet très large et on l'a voulu resserrer et prendre l'angle finalement des relations économiques.
Et donc, on a resserré ça avec l'accord de Véronique Lamazou sur l'angle spécifiquement des marchands, et plus précisément des marchands espagnols, dans le Royaume de France, surtout en Normandie, et dans le duché de Bretagne. Voilà, on va aborder effectivement tous ces sujets un peu aujourd'hui. Bon, c'est des grandes introductions, donc je dis tout de suite, effectivement, on ne pourra pas parler de tout dans les détails, mais quand même. Alors déjà, justement, pour placer un peu le cadre, sur quelle période et espace géographique est-ce que tu as travaillé ? On est à quelle époque ? On est où ? On est déjà durant les 2 derniers siècles du Moyen-Âge. Quand c'est compliqué. Oui, quand c'est compliqué. C'est-à-dire durant le XIVe siècle et le XVe siècle. Donc là, on est vraiment dans le dur, si j'ose dire. C'est-à-dire pendant la guerre de 100 ans. Et à un moment où il faut nouer des alliances. Donc là, précisément, on a l'alliance des rois de Castille et des rois de France. Et quels sont les espaces que j'ai étudiés ? Eh bien, le Royaume de France, mais surtout la moitié nord du Royaume de France, puisque d'une part, l'Aquitaine était anglaise, donc je n'ai pas travaillé sur je renvoie les Albion, voilà. Je renvoie les gens vers les épisodes de Superjoute Royale pour la Guyenne, c'est toujours très compliqué pour ce point de vue-là. Et donc plutôt sur le nord de la France, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire le duché de Normandie, qui rentre véritablement dans le giron, dans le domaine royal, à partir de Philippe Auguste, donc en 1204. Et le duché de Bretagne aussi, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le duché de Bretagne. Pourquoi ? Énormément aussi de relations commerciales. C'est pas du tout parce que tu es bretonne d'origine. Non, rien à voir. Pas du tout. Voyons. Donc, est-ce que justement, déjà pour un petit peu teaser, est-ce que le fait, on l'a parlé, est-ce que les conflits armés de la fin du Moyen-Âge, est-ce que ça a affecté les liaisons commerciales ou pas du tout ? Oui, sans surprise, parce que déjà les sièges de ville ou les rançons, si je veux dire, enfin en tout cas les sièges de ville avaient tendance justement à entraver le flux des marchandises et à empêcher justement que la marchandise puisse pénétrer les enceintes de la ville pour affamer le bon peuple qui s'y trouve, d'une part. Et d'autre part, il y a véritablement tout un corollaire de stratégie durant cette période, puisque certains rois ou certains princes vont jouer, par exemple en faisant des blocus, comme il est de bon ton de le faire à Cuba. Ou dans les universités françaises aussi. Aussi. Pour de très bonnes raisons. Là, oui, exactement. Des blocus, justement, pour pousser à la guerre. C'est-à-dire, on voit l'exemple d'Édouard III d'Angleterre, qui va profiter, donc en 1336, déjà d'une animosité du comté de Flandre, donc vraiment au nord de la France. Il y a eu tout au long du 1er, 14e siècle, toute une série de révoltes fiscales, commerciales, des marchands et du bon commun, du bon peuple des villes flamandes, surtout de Gand, vis-à-vis du roi de France. Le roi d'Angleterre va allègrement s'en servir et bloquer les exportations de laine vis-à-vis des villes de Flandre qui sont éminemment drapantes et qui ont besoin de cette laine. Ouais, donc on voit vraiment que pendant le contexte de guerre, le commerce a vraiment un rôle dans tout ça. Alors justement, raconte-nous, hors ce contexte un peu guerrier, quelles étaient les principales voies marchandes qui traversaient la France au Moyen-Âge ? Est-ce que c'est comme aujourd'hui, on imagine, avec le couloir du Rhône ? C'était quoi les principales voies marchandes ? Alors ce couloir du Rhône, il existe effectivement, c'est-à-dire que depuis l'Italie, on remonte depuis Marseille, donc c'est-à-dire depuis Gênes, on remonte depuis Marseille, Lyon, et effectivement Paris, et plus haut les foires de Champagne et les Flandres. On utilise aussi bien des voies, certes de terre, que des voies de mer et les fleuves surtout. C'est plutôt les voies fluviales qui sont non pas privilégiées, mais qui sont bien plus importantes qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui finalement. Fait-on encore beaucoup de commerce, de batellerie sur la Garonne ? On devrait, ça serait sympa. La chose se fait pas mal pour accéder au vin que l'on produit en Gironde, dans le Lot-et-Garonne, justement. Les marchands, notamment castillans, remontent la Garonne, remontent jusqu'à l'estuaire de la Gironde et s'en retournent chez eux, ou pas. Donc ouais, on voit que là, au Moyen-Âge, pour le commerce, les voies fluviales étaient plus importantes qu'aujourd'hui pour le commerce. Et justement, alors raconte-nous quelles sont les grandes villes commerciales qu'on a à cette époque-là ? En tout cas, dans l'espace français, si on va dire de manière très large, donc si on y inclut le duché de Bretagne, on a bien évidemment Nantes, mais surtout donc Paris, Paris qui est quand même la tête du royaume de France, caput Franciae, comme dirait la tête du royaume de France. T'as parlé en latin là ? Exactement. Oh waouh. Donc déjà à cette époque, Paris est très importante pour ça. Ah oui, c'est la ville royale par excellence, et surtout au XIVe siècle, vraiment le siège des institutions, donc la Chambre des comptes, le Parlement. Tu as parlé des villes aussi du Nord, de Flandre et tout ça pour tout ce qui est les foires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des foires au Moyen-Âge ? Est-ce que là, à la fin du Moyen-Âge, c'est toujours très important ?
Alors les foires de Champagne ont un petit peu décliné pour le coup parce qu'elles étaient finalement l'âge d'or, c'était plutôt durant les comtes de Champagne finalement, fin du XIIe siècle et durant le XIIIe siècle. Là elles déclinent un peu finalement, alors au profit sans doute des villes drapantes de Flandre, Bruges, Gand, Lille. Comment on peut expliquer que, du coup, que ces foires qui étaient vraiment importantes, des grands rendez-vous commerciaux, comment on peut expliquer du coup qu'elles ont décliné ? En tout cas, l'une des explications possibles, étant donné que aux foires de Champagne, beaucoup de marchands italiens y allaient, étant donné qu'il y a eu dans le sud de l'Espagne la entre guillemets Reconquista, les routes étaient quelque peu plus sûres au XIVe siècle pour permettre aux marchands italiens finalement de faire le tour, de passer par Gibraltar et de prendre la voie de mer qui était quand même, si on additionne tous les coûts finalement engendrés, était tout de même beaucoup moins coûteuse en tout cas que la voie terrestre. Donc les Italiens ont préféré aller un peu plus tôt en Espagne, donc c'est pour ça qu'ils venaient moins en Flandre dans les foires de Champagne, pardon. Les Génois, oui, les Vénitiens aussi, mais les Lombards aussi, bien évidemment. Beaucoup de financiers, de marchands parmi eux. Et ils ont fait, c'est-à-dire le tour de l'Espagne pour ensuite atteindre l'Atlantique. La France, on la voit souvent un petit peu comme une étape de ces marchands, qu'ils soient italiens ou espagnols, vers les Flandres. En fait, il y a vraiment tout un marché en France qui est bien spécifique. Et la France n'est pas seulement une étape vers les Flandres drapantes ni l'Angleterre. Et est-ce qu'on a des villes qui ont des spécialités du point de vue du commerce ? Oui, du coup, je vous ai parlé déjà donc des Flandres, bien évidemment. On a tendance à oublier pas mal aussi la Normandie qui est assez drapante aussi. Bien sûr, pas à la même échelle finalement que les Flandres. Donc drapante, donc le commerce du drap. L'industrie du drap, exactement. Les marchands normands, se fournissant pendant longtemps en laine anglaise, vont davantage se tourner à la faveur finalement des accords avec les marchands espagnols, vont finalement se tourner vers la laine castillane. Alors à Rouen, on produit des draps, ce qu'on appelle l'écarlate de Rouen. Un rapport avec la couleur ou rien à voir ? Ah si, oui, c'est avec la couleur justement. Tandis qu'il y a des petites villes qu'aujourd'hui, je vous mettrai au défi de placer sur une carte. Montivilliers, près d'Harfleur. S'il y a des gens là-bas, mais envoyez-moi un message. Enfin, on leur fait coucou et tout ça. Oui, dans des petites villes comme ça qui produisent notamment des draps gris, ce qu'on appelle du gris de Montivilliers. On ne sait pas très, très bien ce que peut être le gris, peut-être du marron, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un nom assez générique. Ok. Est-ce que tu as d'autres villes que tu pourrais nous citer sur les spécialités aussi ? Sur les spécialités, ici à Toulouse, c'était pas mal du pastel. Les pastels de Toulouse, dont nos marchands espagnols, pour produire des draps bleus, étaient très friands, justement. Là, on a parlé vraiment des voies de commerce, des lieux de commerce en général, mais quels étaient les biens qui étaient les plus échangés au Moyen-Âge quand on faisait du commerce ? Vraiment, qu'est-ce qu'on retrouve en top de liste des objets qu'on commerce le plus ? Alors certes, je vous ai parlé des draps, mais il y a aussi du grain. Énormément, qui passe par voie de terre aussi bien que par voie de mer. Donc des céréales ? Des céréales, exactement. Alors du seigle, de l'orge et également du blé. On a également des chevaux. Des chevaux ? Ah bah ça c'est l'impératif militaire du temps qui faisait que... des barres de fer, de l'acier. Donc le fer était véritablement mis sous la forme de barres, de très grandes barres. La barre de fer, oui. Oui, de plusieurs... mais de... Ça, normalement, je le couperais au montage, mais non, je vais le garder. Donc, des barres de fer ? Oui, des barres de fer qui étaient très, très lourdes, finalement, plusieurs quintaux. Après, pour les unités de mesure, c'est quelque chose de compliqué, mais il fallait s'y mettre à plusieurs pour les décharger. Oui, j'imagine. Voilà. Comme les chevaux, oui. Oui. Et là, en fait, tu nous as parlé de ces objets, enfin de ces biens et tout, mais ils venaient d'où en majorité ? Alors, le fer était surtout produit dans le nord de l'Espagne, donc c'est-à-dire en Biscaye, dans la région de Bilbao. Je pense que vous voyez, c'est quand même pas très loin d'ici. Dans les Asturies aussi, également, Asturies, Cantabrie et Pays Basque, finalement. Voilà, donc souvent on venait d'Espagne et déchargé en général à Rouen, Harfleur et Dieppe. En tout cas, de ce que les contes m'en ont dit. L'histoire économique, ça apprend beaucoup de choses aussi sur ça, sur le côté très matériel. Là, on a parlé de choses un peu communes, mais quels étaient les objets et les biens les plus précieux qui étaient commercés à cette époque-là ? Alors, notamment du safran, qui venait d'Aragon, entre autres. Celui-là, je ne le retrouve pas beaucoup dans mes comptes, il faut se l'avouer, ou alors en très même petite aujourd'hui, quantité. Le safran, ça reste encore cher, donc déjà à l'époque, c'était cher. Oui, très cher. Donc des draps, oui, en ce qui concerne des draps de luxe, alors c'est tout ce qui va se passer finalement dans les villes de Flandre, c'est que ces villes, étant confrontées à une autre concurrence, la concurrence de la Normandie ou de l'Angleterre, qui va commencer à
à mettre son industrie sur pied au XIVe siècle surtout. On se spécialisait dans des draps de luxe, véritablement. C'est-à-dire de luxe avec du tissu particulier ? De la broderie essentiellement. Après, je n'ai pas, moi, plus d'informations parce que je ne me suis pas intéressée en fait sur les Flandres plus précisément. Donc, en tout cas, les draps, de toute façon, étant donné qu'il faut prouver leur qualité, qu'ils sont gages de bonne foi et de bonne qualité, qu'ils ont été produits dans les lieux dont on prétend qu'ils ont été produits, il faut les sceller. Donc, ils sont scellés par les sceaux. Les draps sont scellés ? Oui. Oh, waouh. Ils sont scellés à la cire avec justement les... Mais ça devait être super fragile. Il faut faire attention. Ça devait faire beaucoup de seaux. Oui, Je savais pas qu'on pouvait sceller les draps, c'est hyper intéressant. Les sceaux des corporations, essentiellement, qui produisaient dans différentes villes drapantes, aussi bien en Flandre, en Normandie et en Bretagne. En Bretagne, on produisait également des voiles pour les navires, donc les voiles en lin notamment. Alors, dans tes recherches, Emma, tu as surtout travaillé sur les marchands castillans. On l'a vu donc dans le Royaume de France. Alors raconte-nous, alors déjà vraiment, on va essayer de comprendre comment travailler et comment en fait pouvait s'établir un marchand au Moyen-Âge. Alors déjà, raconte-nous comment pouvait s'installer un marchand étranger dans une ville en France à la fin du Moyen-Âge. Est-ce qu'il pouvait rentrer comme ça en mode « Hey, j'ai des draps, j'ai des chevaux » ou est-ce qu'il y avait quand même certaines étapes pour faire du commerce comme ça ? En général, nos marchands, ils doivent bien évidemment s'associer avec d'autres pour avoir accès à différents marchés. C'est-à-dire qu'ils doivent recourir à des courtiers. Dans certains privilèges, ils pourront les nommer, ces courtiers, tout en les présentant aux officiers du roi. Donc tu veux dire qu'il faut qu'ils aient d'abord en fait un contact sur place pour pouvoir ensuite venir commercer ? Disons qu'il vaut mieux qu'ils aient un ancrage, ou en tout cas, moi, j'ai pas les traces de ces premiers ancrages, en tout cas dans mes sources. Mais de ce que je sais, effectivement, il faut qu'ils aient un premier contact. Le contact se fera avec les courtiers des places commerçantes qui seront souvent soit nommés effectivement par le maire, les échevins, soit qui seront... Ils seront nommés par ces marchands et ensuite agréés par les officiers du roi de France. En tout cas, dans notre cas français. Déjà, ensuite, il faut bien évidemment qu'ils aient un lieu d'habitation et un entrepôt. Sur place dans les villes ? Sur place dans les villes. En général, de ce que j'ai trouvé dans mes sources, effectivement, ces marchands, étant donné qu'ils s'associent avec d'autres, ce qu'on appelle des marchands ancés. Donc, les marchands ancés, c'est ceux qui sont dans une corporation marchande et qui, de ce fait, jouissent de certains privilèges et ne manquent pas de rappeler au roi de France qu'il faut bien évidemment les leur renouveler. Et donc, en ce qui concerne nos marchands étrangers, en général, donc, ils peuvent loger chez des marchands normands, chez des marchands rouennais, passent des contrats avec eux. Et j'avais l'exemple justement d'un marchand de Saint-Lô, donc Saint-Lô en Normandie, qui avait un hôtel à Rouen et qui logeait des marchands étrangers en échange de toucher un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires. Ah oui, c'est très particulier effectivement, donc c'est pas juste Airbnb, non, c'est vraiment un chiffre d'affaires précis. Oui, mais en tout cas, ils les aident dans leur commerce et effectivement peuvent faire intermédiaire de leur commerce, effectivement. On a du mal à le voir dans les sources, mais ça suppose véritablement tout un personnel. On imagine des traducteurs comme on a à Venise à la même période, ce qu'on appelle des Saint-Sali, et qui justement font l'intermédiaire entre des marchands ottomans et des Vénitiens à l'époque. Dans tes recherches, tu as donc étudié comment les marchands obtenaient des privilèges. Et je veux bien qu'on s'attarde un peu sur ce mot, parce que quand on dit privilèges, pour nous, on pense à la Révolution française, les privilèges qui ont été abolis, des nobles et tout ça. Est-ce qu'on est sur les mêmes types de choses ou rien à voir ? Alors, rien à voir. Pas vraiment rien à voir, mais disons que le mot privilège, en tout cas, c'est un terme qui s'utilise pour énormément de choses. En fait, tout le monde un petit peu a des privilèges. Les privilèges, c'est un document normatif. Ça délivre un certain nombre de prérogatives, un certain nombre d'exemptions. Et les bourgeois des villes ont des privilèges. Une telle corporation d'artisans aura des privilèges. Et elles sont régulièrement confirmées à la faveur de certains événements qui peuvent justement favoriser le fait qu'elles le soient. Donc les privilèges, c'est des droits qui sont acquis pour pouvoir faire telle ou telle chose. Donc là, dans le cadre des marchands, les privilèges, c'est quoi par exemple ? Alors les privilèges, par exemple, c'est des exemptions, pas que, mais des exemptions, souvent des exemptions fiscales, que des étrangers en général, c'est-à-dire ceux qui ne sont soit pas sujets du roi de France ou ceux qui ne sont pas bourgeois d'une telle ville, ne peuvent pas acquérir. Ils ne doivent pas payer certaines taxes. Ils ne peuvent pas payer certaines taxes. Ils ont là des taxes comme aujourd'hui quand on va à l'étranger, en fait, c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, mais par contre, ils doivent faire valoir leurs privilèges assez souvent parce que ce soit l'administration municipale, c'est-à-dire le maire et ses échevins et leurs receveurs, ou l'administration royale,
ou même des fois des administrations, ce qu'on appellerait des administrations, des institutions, on va dire, des receveurs ecclésiastiques, ils doivent affirmer leurs droits de manière assez régulière et doivent en dépêcher parfois à la justice royale. Donc il doit y avoir des preuves aussi, j'imagine, manuscrites, de dire regardez, non, mais je ne suis pas obligée de payer parce que j'ai le roi qui m'a donné tel privilège. Alors le roi de France, on le voit très souvent quand il octroie des privilèges, donc c'est des ordonnances de privilèges. Tu as quoi comme roi à cette époque-là qui donne beaucoup de privilèges ? Alors ça a commencé avec, donc en ce qui concerne mes marchands espagnols, en tout cas, ça a commencé en 1339, 1340. Les premiers à avoir des privilèges, c'est les Portugais, ensuite les Aragonais, et ensuite les Castillans. Et le premier à en donner véritablement, donc c'est Philippe VI. C'est le premier Valois. Donc c'est un des premiers à donner donc des privilèges à ces marchands-là. Voilà. Il y a une raison particulière ? Pourquoi à ce moment-là ? Alors, il y a une raison particulière parce que c'est le début de la guerre de 100 ans et qu'il s'agirait bien de s'attacher à l'alliance du roi de Castille à l'époque qui est Alphonse XI. Et donc, il dit, voilà, tiens, je donne quelques privilèges à tes marchands, regarde, on peut être potes et tout ça, c'est ça ? Oui, mais en tout cas, c'est ce qui est présenté dans les ordonnances des rois de France. On dit plutôt que ce sont les marchands qui demandent ces privilèges. Ah, donc c'est le roi de France qui accorde quelque chose, alors qu'en fait, il les a donnés... Ok, il y a tout un calcul, quoi. C'est un petit peu ça, oui. Et donc là, le privilège, donc c'est exempté de taxes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme type de privilège pour les marchands ? Alors donc certes, ils sont exemptés de taxes, donc c'est des taxes indirectes, des impôts sur telle et telle marchandise. Ils sont exemptés aussi de la gabelle. Donc la gabelle, c'est l'impôt sur le sel. L'impôt sur le sel. Et le sel, à cette époque-là, surtout à partir des années 1350, on réglemente la chose à partir de Philippe le Bel, mais ça évolue. Et véritablement, à partir dans les années 1350, on est obligé de vendre son sel dans les greniers à gabelle. Et pour le coup, nos marchands castillans sont assez chanceux puisqu'ils peuvent le vendre au détail sans passer par les greniers à sel. Par contre, ils peuvent, si jamais ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises, passer en dernier recours par ces dits greniers. Oui, donc c'est vraiment des privilèges assez importants d'avoir ça à l'époque. Oui. En général, c'est quoi la place des marchands dans la société à la fin du Moyen-Âge ? Est-ce que c'est une bonne situation, du coup, marchand ? Est-ce que c'est une bonne situation, marchand ? La place des marchands, elle est multiple, tout simplement parce que les marchands sont en général dans les villes, par exemple de la moitié nord de la France, des Flandres et même du Saint-Empire. Les marchands forment le premier noyau bourgeois, finalement, des villes du XIIe siècle, celles qui obtiennent des chartes de communes. Il faudrait que je fasse un jour un épisode sur les communes, les villes de communes, pour montrer le côté... Enfin, ce serait hyper intéressant. Bref, pardon. Et effectivement, donc, nos marchands sont souvent conseillers, prud'hommes, échevins. C'est-à-dire qu'ils occupent des charges dans la ville. Même les marchands étrangers, ou là tu parles que des marchands locaux ? Là, je parle des marchands locaux. D'accord, ouais. Les marchands étrangers, ils le peuvent... En tout cas, je n'en ai pas trouvé effectivement dans mes sources, mais ils le peuvent par un certain biais s'ils arrivent à acquérir le droit de bourgeoisie. Voilà, s'ils arrivent à se faire bourgeois, comme c'est arrivé à Dieppe, j'ai vu des marchands espagnols se faire bourgeois de Dieppe. Tu peux nous replacer ce que c'est un bourgeois à cette époque-là ? Un bourgeois à cette époque-là, c'est quelqu'un qui est en général donc exempté de taxes. Encore ? Non mais vraiment. Non, oui. Mais à chaque fois, c'est la thune le plus important. Très souvent. C'est tout le temps un truc. Alors ça, et qui progressivement donc acquiert une juridiction, une justice particulière. Et ils sont jugés pas comme les autres. Exactement, c'est-à-dire qu'ils sortent de la tutelle dans une certaine mesure d'un seigneur. Alors ils peuvent acquérir ou bien une justice criminelle ou une justice civile. La justice criminelle, ce serait plutôt dans des villes comme Abbeville, par exemple, dans la Somme, où justement les bourgeois et échevins ont la justice criminelle. À Rouen, il me semble que, par exemple, ce serait plutôt la justice civile qui est dévolue à ces bourgeois. Et donc les bourgeois, ils ont certains types de métiers qui correspondent à des statuts sociaux un peu plus élevés aussi ? Alors ça évolue, la chose évolue, puisque dans un premier temps, nos bourgeois sont souvent des marchands. Oh, donc il y a un vrai lien ? Ah oui, il y a vraiment un vrai lien. La chose n'est pas exactement pareille dans le Saint-Empire, par exemple. Souvent, nos bourgeois... Le Saint-Empire, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, exactement. Donc, toutes les villes du Rhin, de la Souabe, en général, nos bourgeois sont effectivement des marchands, mais peuvent être aussi ce qu'on appelle des ministériaux, c'est-à-dire des serviteurs d'un prince laïque ou d'un prince ecclésiastique établi en ville. Revenons aux marchands. Est-ce qu'il existait des guildes de marchands comme on peut voir dans les jeux vidéo aujourd'hui ? Est-ce que c'est un vrai truc au Moyen-Âge ? Alors, il y a plusieurs types de choses. Si on s'attarde seulement sur les marchands locaux, on a d'abord ce qui apparaît, en tout cas dans un premier temps, on a d'abord des confréries. Donc des confréries, donc il y a tout un aspect religieux à la chose, bien sûr. Et ensuite, qui évolue en corporation. La confrérie vit encore dedans.
C'est-à-dire que quand on entre dans une corporation, prenons par exemple une corporation de marchands ou une corporation de bouchers ou d'artisans, il faut d'abord payer donc un droit d'entrée, présenter une œuvre, un chef-d'œuvre. Pour les bouchers, en tout cas, la chose est telle que... Non, tu m'expliques, c'est quoi un chef-d'œuvre de boucher au Moyen-Âge? Je ne voulais pas savoir. Et un chef-d'œuvre de marchand, ça consiste en quoi? Pour le coup, les marchands, la chose n'est pas exactement pareille, mais en tout cas, on a effectivement des corporations marchandes qui s'organisent donc effectivement dans un premier temps autour d'une confrérie. À Rouen, on a une corporation qui est organisée autour de Notre-Dame, de la confrérie de Notre-Dame. Ensuite, Et donc, d'être dans une confrérie, excuse-moi de t'interrompre, mais d'être dans une confrérie, qu'est-ce que ça apporte en plus, en fait, à part de pouvoir boire des coups de temps en temps? Enfin, je veux dire, ils font quoi? Alors, effectivement, il y a des banquets, voilà. bien évidemment. Ces marchands vont justement se coopter ensuite pour pouvoir être échevins, par exemple, ou voilà. Où on voit que là, j'imagine, comme tu dis tout à l'heure, quand ils ont parfois besoin de s'associer, là, ça leur permet de s'associer pour faire du commerce dans des nouvelles villes, peut-être? Bien sûr, mais surtout, c'est vrai qu'après, les corporations peuvent être assez hétérogènes. On le voit dans les villes des Flandres. Les marchands, en général, vont s'appuyer sur des corporations drapières, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont s'associer avec, en être quelque peu extérieur, mais quelque peu dedans. Ils vont contrôler finalement la production de ces travailleurs du drap. On a aussi toute une évolution en fait, dans les élites urbaines. Si les élites urbaines elles sont d'abord marchandes, ce que Bernard Chevalier adore appeler la plutocratie la plutocratie patricienne. D'accord. Oui. En gros, ce sont des marchands qui vivent de rentes, qui monopolisent justement les charges municipales et qui se font parfois aussi receveurs de certaines aides, receveurs du fisc, receveurs de finances. Et ils tendent à diversifier leurs activités et de même dynastie. Ils cumulent, quoi. Exactement. Exactement. Oui, j'ai quelques comparaisons en tête, j'ai gardé pour moi. Voilà. Et on a une évolution de ces élites et en général, on le dit que durant la fin du XIVe siècle et le XVe siècle, en général, les marchands représentent une moindre part des élites urbaines, en tout cas pour la France du Nord. Et alors, peut-être qu'aujourd'hui, poser cette question avant, mais est-ce que c'est facile de devenir marchand au Moyen-Âge et comment est-ce qu'on devient marchand? Est-ce que c'est forcément parce qu'on a la famille qui est marchand ou est-ce que quelqu'un qui à la base était boucher, par exemple, peut dire « Allez, reconversion, je deviens marchand ». En tout cas, de ce que j'ai pu voir dans mes sources, la chose paraît être une affaire assez familiale. Il ne faut pas se mentir, il faut se le dire. Donc, souvent, on a les mêmes familles qui restent marchandes et on retrouve finalement les mêmes patronymes, qu'il s'agisse ou bien du côté espagnol que j'ai pu étudier dans mes registres de comptes castillans, ou bien également dans mes registres français et dans mes listes de bourgeoisie, par exemple. Donc, ouais, plutôt familial. Plutôt. Et est-ce qu'on a différents types de marchands? Est-ce que c'est spécialisé par bien? Est-ce qu'on a l'élite des marchands? Est-ce que tu peux retrouver une typologie? La chose semble être spécialisée, effectivement. Après, j'ai eu parfois l'impression dans mes sources que la chose se faisait au gré des affaires qu'il y avait à faire. Ah. C'est-à-dire que, par exemple, un marchand espagnol peut se pointer à La Rochelle, échanger toutes ces balles de laine et en profiter pour ensuite acheter du vin finalement qui est produit en Saintonge. Donc, et ensuite aller le revendre, par exemple, dans les Flandres. Oui, donc ils ne sont pas forcément spécialisés sur un bien, ils peuvent s'adapter en fonction de l'actualité, quoi. La spécialisation va plutôt se faire sur les territoires. Effectivement, on voit qu'en Castille, dans la région de Burgos, c'est plutôt de la laine qu'on va produire, ou du moins l'industrie lainière est assez forte parce qu'il y a tous les moutons espagnols. Et dans le nord de l'Espagne, ce sera plutôt par exemple de la sidérurgie, du fer, ce genre de choses. Donc ils s'adaptent aussi en fonction des cours des marchandises, en fonction de la demande et en fonction de toutes les associations qu'ils vont pouvoir liés entre eux. Et est-ce que dans tes sources, tu as pu voir des parcours individuels de marchands? Alors, je n'ai pas posé cette question, donc je ne sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce que tu as vu des marchands évoluer, mais vraiment des personnes en particulier? Oui, par exemple. Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, effectivement. Alors, certes, je vous ai parlé des privilèges que donne le roi de France, mais il y a aussi ceux que donne le duc de Bretagne. Et le premier date de 1430, et dans ce privilège-là, aux marchands de la nation d'Espagne, comme on disait à l'époque. D'Espagne? Et ouais, il y avait un « i ». Eh bien, on retrouve un personnage qui s'appelle Íñigo d'Arceo, alors notre homme, consul de la nation d'Espagne à Nantes. Donc, on suppose donc toute une justice fait interne, mais qu'on ne connaît pas, puisque le consulat de Nantes n'a pas produit, en tout cas à ma connaissance, n'a pas produit
d'archives, ouais. exactement. Et notre homme, en plus d'être un marchand lainier, surtout comme beaucoup de Castillans à Nantes à l'époque, va être très souvent diplomate ou ambassadeur, aussi bien du roi de France, aussi bien de Charles VII que de rois de Castille comme Jean II ou comme Henri IV de Castille. Donc lui, tu as pu le voir évoluer dans tes sources ? Oui, j'ai pu le suivre sur une période de 30 ans. Ah ouais ? Oui. C'est-à-dire que je le vois apparaître en 1430, lors des premiers privilèges de la nation d'Espagne, et je le capte encore jusqu'en 1467, lorsque les marchands castillans sont virés de Nantes, si vous me permettez le terme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être virés de Nantes ? Un peu trop de piraterie aux abords de la Bretagne. Non. Si. Attends, donc les mecs venaient depuis la Castille à Nantes et ils disent « Oh tiens, je fais de la piraterie ». Ils cherchent les problèmes quand même. C'est que sur un navire, il y a plusieurs personnes. Donc, certes, il y a des marchands, mais il y a aussi donc, des armateurs, des marins, des capitaines, et qui, des fois, s'ils se voient lésés pour une raison ou une autre, peuvent très bien obtenir de leur roi ce qu'on appelle des droits de marque. Et là, ils peuvent s'adonner effectivement à la piraterie. Donc, ils sont très forts en conversion, en fait, tes marchands, là, au point de devenir pirates. Alors, on a toujours cette image un petit peu dorée du pirate. Non, oui, qui est plus l'époque moderne, on n'est pas trop là à cette époque-là. On arraisonne un navire, on demande la cargaison, on voit ce qu'il y a dedans et on repart avec une partie. Oui, bah, c'est du larcin, quoi, à ce niveau-là, voilà. presque. Oui. Et est-ce que tu as des femmes dans tes sources ? Parce qu'on a parlé beaucoup au masculin depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu as des femmes marchandes ? Alors des femmes marchandes, en tout cas pour l'espace français et puis pour mes marchands castillans, je n'en ai pas trouvé. Aucune ? T'as vu aucune mention de femme dans tes sources ? Alors j'ai vu une mention de femme dans mes sources, mais ça va peut-être pas vous plaire. Bah dis toujours, hein. Oui. Alors j'ai vu une jeune fille qui avait 12-13 ans et qui s'est fait détrousser et violer par un marchand castillan et un marchand breton. Comment tu as ça dans tes sources ? Qu'est-ce que ça fait là ? Enfin, parce que vu que tu as fait plutôt des recherches sur des sources économiques, comment tu as un fait comme ça dedans ? Bah, étant donné que nos deux hommes étaient marchands, j'ai pu les retrouver. Alors, je les ai retrouvés par mots-clés quand j'ai fait mes recherches dans le trésor des chartes des ducs de Bretagne. Donc, il y a toute une partie de la série qui est consacrée aux pièces de procès. Ah, d'accord, oui. Donc là, c'est un procès. En fait, très souvent, mes marchands, je les retrouve dans des pièces de procès, que ce soit devant la cour des aides, que ce soit devant les requêtes de l'hôtel et que ce soit donc devant les sénéchaussées de Bretagne. Ils n'avaient pas l'air d'être bons à fréquenter tes marchands. Donc c'est, je pense, un biais des sources plus qu'autre chose. Oui, enfin, on n'a qu'une vision à partir des sources, donc on ne peut pas faire une généralité totalement. Donc oui, pour en revenir à notre femme que l'on a trouvée, ou plutôt une enfant finalement, qui avait 12-13 ans, le marchand castillan en question avait 19 ans, donc il était à peine plus vieux, et il logeait à Rennes, chez un autre marchand. Le père de cette petite fille n'a pas réussi à défendre la cause de sa fille, puisqu'il était assez modeste finalement, de très petites conditions, artisan. Et face à la puissance des marchands castillans qui ont fait pression sur le geôlier, sur le chancelier de Bretagne, il n'a pas pu grand-chose pour rendre justice à sa fille. Donc, à part cette fille, donc tu vois pas du tout de mention de femmes marchandes ou d'épouses aussi de ces marchands ? Alors, des épouses, si, j'en ai vu. Voilà. Mais des épouses qui participent au commerce ? Je ne sais pas si elles participent au commerce, mais en tout cas, j'ai vu des épouses parce que, chose peu habituelle avant le XVIe siècle, j'ai pu trouver, en tout cas pour Nantes, et pour une paroisse en particulier, qui est la paroisse de Saint-Nicolas, j'ai pu trouver des mentions, des registres de baptême. Et la chose qu'il y a de bien dans les registres de baptême, c'est qu'on a les mentions des parrains et des marraines. Et donc là, très souvent, nos marchands castillans sont parrains pour des marchands bretons, français, plus souvent bretons, et on voit avec le nom qu'ont ces femmes qu'ils se marient très souvent avec des Nantaises. Bon alors justement, parlons un petit peu plus précisément des archives que tu as étudiées. Donc, tu nous as dit des archives économiques, mais aussi des archives judiciaires. Comment tu as fait pour récolter toutes ces sources ? C'était vraiment compliqué, c'est la moindre des choses que l'on peut dire, parce que j'ai des archives qui viennent de différents fonds départementaux, donc c'est-à-dire des archives du 76, qui est dans la Seine-Maritime, donc de Rouen. J'ai des archives du 44, de la Loire-Atlantique, du 35, et j'ai les archives nationales, bien sûr, et j'ai les archives donc de la plateforme Paresse. Je me suis déplacée en Espagne, mais pas beaucoup finalement, parce que Paresse fait bien le travail. Paresse, c'est la plateforme des archives espagnoles. Donc en fait, là, suffit de faire une recherche par mots-clés,
mots-clés. Forcément, la recherche par mots-clés se fera en espagnol, donc traduisons marchand, mercaderes, et il suffit de faire la chose. Ou on peut taper aussi le nom des villes françaises en espagnol, en sélectionnant bien le siècle, et on peut tomber parfois sur des pépites, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Lorsqu'on parlait tout à l'heure justement de l'installation d'un marchand, j'ai trouvé une pièce d'un marchand espagnol qui avait une maison et un entrepôt à Nantes. Il était très bien installé. C'était fin du XVe siècle, donc vers 1490, et notre homme s'en va à Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire son pèlerinage. Il s'en revient et retrouve justement sa maison et c'est bien pillé. Mais non. Et oui, c'était le siège de Nantes à cette époque-là. Ah oui, en même temps. Il fallait bien se servir là où il y avait à se servir. Il l'a cherché. Mais donc, là, tu saurais estimer combien de marchands est-ce que tu as étudié dans tes recherches ? J'avais fait le calcul, justement, j'en avais fait l'inventaire de mes marchands, aussi bien ceux dont j'avais les noms, dont ceux dont je n'en avais pas les noms. J'en ai environ 200. Ouais, 200 ? Oui. Tu as étudié les histoires de 200 personnes en un an ? Alors, des fois, c'est-à-dire qu'elles sont assez fugaces, ces personnes. Elles apparaissent dans un procès, on n'en a parfois pas le nom, parfois mal orthographié, parfois, chose amusante, on a des marchands espagnols dont leur nom n'est pas francisé, mais carrément bretonnisé. Ah, je trouve ça très drôle. Ça a été pour les archives avec du breton ou pas ? J'ai pas eu de breton parce que les archives les archives de la chancellerie des ducs de Bretagne étaient en soit Nantes, soit à Rennes et en français. Et donc là, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté particulière avec ces archives ? Alors, au début, j'avais déjà fait de la paléographie médiévale tout de même. Le fait de déchiffrer les manuscrits. Exactement, depuis la 3e année. Donc, j'avais de bonnes connaissances, mais j'avais un peu de mal au début parce que j'ai eu des pièces aussi bien du Trésor des chartes des rois de France. Donc, le Trésor des chartes, parce que c'est pas un trésor, il n'y a rien de brillant dedans. Oui, alors on a 2 types de documents dans les Trésors des chartes. C'est un ensemble d'archives, en fait. C'est ce qu'on appelle un trésor d'archives. On a le trésor pour le Béarn, pour Pau, on a le trésor des ducs de Bretagne et on a le trésor des rois de France. Parce que, au Moyen-Âge, les archives, c'était vraiment un vrai trésor. Donc, d'ailleurs, il y a toute une histoire, en fait, que les rois de France se baladaient avec leurs archives jusqu'au moment où je ne sais plus lequel, en fait, s'est fait piller ses archives. Je me suis dit, on va peut-être les mettre quelque part. Et c'est comme ça qu'il y a eu encore en Guyane, cette histoire. Oui. Voilà. Et c'est après qu'on a fixé les archives dans des endroits. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a le mot trésor, parce que c'était conservé dans des coffres, exactement. Dans des coffres, voilà. Donc, le Trésor des chartes à Paris, qui est le Trésor des rois de France. Voilà. Donc, on a les pièces, finalement, les plus importantes. Il y a tout un choix des pièces que l'on va conserver ou non. J'ai étudié, en ce qui concerne le Trésor des chartes des rois de France, donc ce qu'on appelle des cotes d'archives. Donc, dans le classement, on a les cotes J, donc c'est ce qu'on appelle des layettes. C'est des pièces simples, en fait. C'est des folios, c'est des feuilles. C'est conservé dans des grands cartons. Dans mes études, j'avais fait ça. Moi, j'avais étudié une petite seigneurie belge. Bref, c'est une histoire très compliquée. Mais on voit, c'est dans des cartons. Et en fait, il y a des séries en fonction des sujets, en fonction des grandes. Et donc, toi, c'est un folio, donc c'est juste une page, c'est ça ? Oui, une ou plusieurs. Mais disons que c'est pas comme justement l'autre type qu'on a dans le Trésor des chartes des rois de France, c'est-à-dire les registres. Et là, les registres, ils sont inventoriés de manière chronologique. Ça facilite la tâche. Et en plus, une bonne partie est numérisée sur le site Imanis. Et là, il suffit d'aller rentrer un mot-clé. Et avec un peu de chance, si le site se débrouille bien et ne mouline pas trop, se débrouille bien pour sortir le mot. Et on voit toutes les occurrences, finalement. Alors là, ça demande un grand travail. Donc, on remercie les archivistes pour leur travail. Exactement. Je remercie beaucoup les archivistes bretons aussi, en tout cas ceux de Nantes. Ah non, mais... il faut le dire, parce que certes, je me suis déplacée là-bas, mais il me semble que l'intégralité du Trésor des chartes, donc là c'est la série E, du Trésor des chartes des ducs de Bretagne, est numérisée. Très bien. Et également donc les registres de chancellerie. Alors ils sont numérisés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien numérisés. Voilà, parce que des fois il y a des folios qui sont tout noirs. On n'est pas content. Non, oui, mais c'est sûr, c'est toujours mieux de voir les archives en vrai. Donc toi, justement, de voir toutes ces archives en vrai, t'as eu des anecdotes, comment ça s'est passé ? Des anecdotes, non, pas spécialement. Moi, ce que j'ai adoré voir, c'est les registres de la Cour des aides. Ils sont impressionnants. Alors, la Cour des aides, pour définition, donc ça a été fondé en 1390, et c'est une cour donc, du roi de France, une cour de justice, qui sert à juger les litiges ou les contentieux en ce qui concerne les impositions, donc l'imposition indirecte. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé niveau impôt, en fait. Vraiment, tout ça a été tout fait au Moyen-Âge. Et est-ce que tu as eu des surprises, des choses où vraiment tu t'es dit « Ah, tu t'attendais pas à voir ça ?»
Oui, alors je vous ai parlé tout à l'heure de notre marchand qui était violeur dès ses 19 ans. Donc celui-là, je l'ai trouvé dans le trésor des chars des ducs de Bretagne, effectivement. Il me semble aussi qu'un passage d'un livre d'Alain Corbin en parlait. Alain Corbin qui est un historien. Exactement. Et j'ai été très surprise de retrouver ce même marchand quelques années plus tard en le voyant marié avec une femme. Et de le trouver dans les registres de baptême de Saint-Nicolas en tant que parrain. Donc je ne m'attendais pas à trouver notre homme et voilà que je l'ai retrouvé. Là, tu peux vraiment faire un parcours de ce monsieur très recommandable, du coup, au fil de tes sources. Et alors, tu as soutenu donc, en 2022, depuis que tu as fini tes recherches, Emma, qu'est-ce que tu fais ? Alors, entre-temps, j'ai déménagé à Toulouse parce que je vivais à Pau. Oui, ça va, t'as pas fait un voyage extraordinaire non plus. J'ai pris le TER. Waouh. T'es une étrangère, quoi. Voilà. Donc, tu es venue à Toulouse. Exactement, pour préparer l'agrégation externe d'histoire. Ah. Voilà. Et ça va ? Oui. Parce que donc, l'agrégation, c'est le concours qu'on doit passer pour devenir professeur d'histoire géo, ou d'histoire, voilà. Pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un concours assez difficile, surtout avec les réformes qui sont faites depuis quelques années, la suppression des postes, quand on voit l'ambiance dans l'éducation nationale. T'as vraiment envie de faire ça ? Mais je l'ai déjà eu fait un peu. C'est-à-dire que pendant mon master, les recherches ne se finançant pas toutes seules et la bourse ne suffit pas à sustenter son homme. Ou sa femme, du coup. il a fallu que je travaille. Alors, j'ai été contrôleuse à la RATP. C'était pas facile. Et ensuite, j'ai pu enseigner. J'ai donné des cours particuliers surtout. Donc, je travaillais pour une entreprise de cours particuliers. Et ensuite, à partir de mon M2, j'étais en stage. Pourtant, j'ai fait un master recherche, mais à Pau, ils exigeaient qu'on fasse un stage à côté. Mais c'est bien. Au moins, il y a de la professionnalisation. Parce que des fois, c'est le problème quand on sort de master, c'est qu'on a juste fait des études très théoriques. Et pour rentrer au monde du travail, parfois, c'est un peu compliqué. Là, du coup, tu as déjà fait un stage, donc ça t'a confirmé que oui, tu veux enseigner ? Oui, alors je veux faire ça depuis le collège, je sais c'est bizarre, mais je veux être prof depuis peut-être que je suis en 6e, sans doute. En fait, je me suis pas vue faire autre chose dans ma vie, rien ne m'est apparu comme une autre possibilité. À part contrôleuse de la RATP, du coup. Mais il faut bien payer le loyer et les croquettes du chien. Un chien très mignon, j'ai vu. Donc là, l'agrégation, donc le concours, c'est dans quelques mois au moment où on enregistre, quelques semaines. Quelques semaines plutôt. Ah waouh. Alors c'est le 14 mars. Ah, c'est précis. Oui, c'est précis, vaut mieux que j'ai la date en tête. Oui. Même, oui. Et comment tu te sens Comment je me sens ? Alors j'oscille entre motivation, parce que je suis encore en train de faire des fiches et de lire, et parfois entre panique, parce que justement je me dis, mais bon Dieu, je suis à la bourre. Parce que du coup, pour expliquer l'agrégation, donc il y a plusieurs questions d'histoire, oui. Donc plusieurs thématiques à travailler. Donc on a 4 matières d'histoire et 2 de géographie. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme médiéval cette année ? On travaille sur les villes et la construction étatique en Europe du Nord-Ouest. Ah c'est super pour toi du coup. Oui. Ah c'est cool, t'as plein d'exemples que tu peux donner de tes recherches, c'est chouette. Oui, alors il faut que je me limite parce que mon prof m'a dit ne pas trop parler des marchands castillans, ne pas trop parler de la Normandie, ne pas trop parler de la Bretagne. Oui, mais tu peux quand même Donc du coup, je me suis énormément intéressée au Saint-Empire romain germanique. Voilà. Et est-ce Eh oui, contre toute attente. J'aimerais bien faire plus d'épisodes sur le Saint-Empire romain germanique. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui travaillent sur ce sujet, j'aimerais bien parce que c'est un espace géographique que j'ai très peu traité dans le podcast. Donc tu aimerais enseigner, mais est-ce que tu aimerais refaire de la recherche un jour, si tu as les sous ? Possiblement, oui. Parce que tes pauvres petits marchands castillans, est-ce que tu as encore des choses que tu aimerais montrer sur eux ? Il y a pas mal de sources que je n'ai pas encore pu voir, alors qu'on pourrait penser le contraire. J'ai beaucoup de sources rouennaises à voir notamment. Oui, pourquoi pas encore étudier sur eux, ou je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais, de ce que m'avait proposé mon directeur Robin Tellier, on aimerait faire des travaux d'édition aussi. Donc, c'est-à-dire des sources qui ne sont pas encore retranscrites. Exactement. Les retranscrire pour les mettre accessibles à d'autres personnes ? Oui. Notamment des chroniques espagnoles sur lesquelles j'avais travaillé en première année de master, que je connais assez bien, mais que les historiens français ne connaissent pas du tout. Et pourtant, on y trouve Bertrand du Guesclin dedans. Oh là là, non mais... Lui, on le laisse de côté, Bertrand du Guesclin, il y a trop de choses à dire sur lui. Mais est-ce que tu aimerais peut-être aller faire des recherches en Espagne ? Bonne question, je sais pas encore, c'est possible, mais en tout cas j'y réfléchis. Mais c'est vrai que les travaux d'édition, c'est une bonne ligne de mire, en tout cas quelque chose qui me motiverait aussi. Pour finir, Emma, la question un petit peu rituelle dans ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui voudraient étudier la fin du Moyen-Âge et le commerce à la fin du Moyen-Âge ? Ou éventuellement peut-être même des suggestions de sujets qui mériteraient d'être un peu plus étudiés ?
Et déjà, des choses qui peuvent être en lien finalement avec les marchands, c'est justement le notariat et l'essor du notariat dans les villes du nord de la France, puisqu'on associe en général le notariat au sud plutôt du Royaume de France, et d'essayer d'y retrouver notamment des marchands, d'essayer aussi de voir ces marchands dans leur relation avec le pouvoir royal. Donc là, il y a des choses qui mériteraient d'être plus étudiées, c'est ça ? Bien évidemment, des marchands qui peuvent... c'est vrai que moi j'ai trouvé une pièce inédite là-dessus, mais... Combien d'autres je pourrais trouver finalement, ou que d'autres personnes justement pourraient trouver, parce que les archives, croyez-moi, ne sont pas toutes explorées ni exploitées. Oui, là c'est vraiment quelque chose qu'on dit parfois dans ce podcast, mais je le redis, on a l'impression que toutes les archives du Moyen-Âge, les historiens ont tout traité. Non, il y a plein de choses à étudier encore. Ouais. Les Duby, le Gov, ils n'ont pas tout étudié, encore plein de choses à voir. Des prêts de navires marchands, enfin il y a plein de choses comme ça qu'on peut replacer, par exemple dans le contexte de la guerre de 100 ans, et en tout cas pour ces 2 derniers siècles du Moyen-Âge, une lecture assez peut-être incontournable, si j'ose dire, ce serait Boris Bove finalement, sur la fin du Moyen-Âge, sur le temps de la guerre de 100 ans dans le Royaume de France. Donc tu conseilles aux gens d'aller fouiller dans les archives économiques, c'est ça ? Je ne pourrais pas m'en empêcher, oui. Et aussi, et de s'amuser, si on peut employer le terme s'amuser. Oui, on peut s'amuser. Avec Moi, je pense toujours... Alors, du coup, j'avais fait mon mémoire, et j'en ai déjà parlé 15 fois, mais sous la direction d'un monsieur qui s'appelle Laurent Feller, en fait, qui est historien et notamment en fait, d'histoire économique, et qui me disait, mais moi, je suis tranquille, ça intéresse personne, l'histoire économique. Donc, tu conseilles ? C'est vrai que sur des villes, par exemple, comme Rouen, l'histoire économique, en tout cas vraiment l'histoire commerciale typiquement, alors certes, Michel Mola a travaillé dessus, mais avant, ça date, de la fin du 19e siècle ou du 20e siècle, avec Ernest de Fréville. Enfin, c'est quand même assez vieux, mais j'ai dû quand même mettre mon nez dedans. Donc il y a des choses à renouveler. Ah oui, il y a des choses à renouveler. J'ai essayé tant bien que mal de le faire, parce que Ernest de Fréville est une très bonne source. Ce que j'adore avec les historiens du 19e siècle, c'est qu'ils adorent éditer des sources, et ils adorent faire des pièces justificatives. Et moi, j'aime ça aussi. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les marchands à la fin du Moyen-Âge, sur ce que c'est d'être un marchand. Est-ce que c'était une bonne situation ? Eh bien oui, plutôt. Donc merci beaucoup Emma Delcros, c'était vraiment passionnant et bon courage pour l'agrégation. Mais de rien, je vous en prie, merci. Merci beaucoup à l'équipe du Level Up à Toulouse et aux bénévoles qui m'ont aidé aujourd'hui à gérer l'enregistrement du jour. Merci au public nombreux. J'ai pas fini. Pour en savoir plus sur l'épisode que vous venez d'écouter, vous avez comme d'habitude rendez-vous sur mon site passionmédiéviste.fr avec un S à médiéviste parce que j'ai la passion pour les médiévistes, donc .fr. Et si le sujet du jour vous a intéressé aussi, alors sachez que j'ai fait des épisodes sur l'Espagne, j'ai fait des épisodes sur la Bretagne, j'ai pas fait beaucoup encore d'épisodes d'histoire économique, peut-être bientôt, mais allez voir tout ça donc sur mon site et même allez écouter tous les autres épisodes de Passion médiéviste et aussi, tant que vous êtes sur mon site, allez voir mes autres podcasts. Donc j'ai Passion Antiquité sur l'Antiquité et j'ai Passion Moderniste sur l'époque moderne, c'est-à-dire en gros de 1500 à 1800, allez voir. Et si vous voulez soutenir ce podcast, eh bien il y a plein de façons de le faire. Alors déjà, vous pouvez parler du podcast autour de vous. Alors imaginez que si chaque personne qui écoutait ce podcast réussissait à convaincre une autre personne d'écouter ce podcast, eh bien ça en ferait beaucoup. N'hésitez pas à parler de Passion médiéviste sur les réseaux sociaux. Alors retrouvez donc les podcasts sur Facebook, Instagram et Twitter. TikTok non, j'ai la flemme. Et si jamais vous voulez soutenir financièrement ce podcast, eh bien sachez que le financement participatif, en fait moi me permet de travailler maintenant à mi-temps sur les podcasts et de proposer des événements gratuits comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Et si chaque personne qui m'écoutait me donnait 1 euro par mois, je pourrais vivre à 100% et largement du podcast. Donc si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Je vous donne toutes les infos sur passionmédiéviste.fr/soutenir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et dans le prochain épisode, donc l'épisode 79 de Passion médiéviste, on parlera d'agriculture dans le sud-ouest de la France. Salut! Hello, alors oui, d'habitude je ne reprends pas la parole après les épisodes, mais là, c'était juste pour remercier particulièrement les personnes qui ont soutenu Passion médiéviste ce mois-ci. Je voulais vraiment quand même leur faire un petit message, donc je tiens à remercier Laurent, Thomas, Bernard, Léna, Julie,
Margot, Kevin, Nicolas et Arnaud. Merci beaucoup à ces personnes parce que c'est grâce à ces personnes que j'arrive à organiser des événements, que j'arrive à mettre des sous de côté pour aller faire des enregistrements pour traverser parfois la France. Et quand même, parce que on a bien rigolé là-dessus dans l'épisode, je vous laisse avec un petit clin d'œil. Peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui se rappelle de ça, mais moi ça me fait encore beaucoup rire. À bientôt! Un appareil de musculage extraordinaire. Oui, un appareil extraordinaire de musculage sensationnel. Mais c'est pas... Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Mais la barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, oui. La barre de fer des... La barre de fer? C'est ma machine préférée. Avec un seul et même unique appareil, la multifonction à votre service multiple.